Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, lors de la séance des questions d'actualité du 23 novembre dernier, je vous avais fait part des inquiétudes qui s'exprimaient localement devant certaines incertitudes concernant l'organisation territoriale des services d'incendie et de secours. En répondant à cette occasion à ma question, Monsieur le ministre d'État, vous m'avez confirmé que notre Assemblée aurait, dans les délais les plus brefs, l'occasion de débattre du projet de loi portant organisation et modernisation des services d'incendie et de secours. Je voudrais donc d'abord, Monsieur le ministre d'État, vous remercier pour avoir donné suite à votre engagement malgré les problèmes de calendrier qui ont été à juste titre signalés. Il me paraissait en effet essentiel de permettre à notre Assemblée de s'exprimer rapidement sur ce projet de loi, notamment parce qu'il aborde un sujet d'une importance fondamentale pour tous nos concitoyens qui sont de plus en plus sensibilisés aux questions de sécurité civile et qui, naturellement, sont en droit d'exiger des pouvoirs publics une protection efficace contre des risques pluriels qu'a développé l'évolution de notre société. Face à des enjeux aussi capitaux que la sauvegarde de la vie des personnes, des biens et de l'environnement, l'organisation des moyens de secours se doit en effet aujourd'hui de savoir prendre en compte toute la diversité des sinistres potentiels pour être capable de répondre dans les délais les plus courts à toute forme d'alerte. Or, si on admet depuis toujours, et il suffit ici de se référer au rappel historique fort bien effectué tout à l'heure par M. Houssin, que la célérité de l'intervention est toujours un critère essentiel de l'efficacité, efficacité qui implique tout à la fois un traitement rapide du signal, une disponibilité immédiate des personnels, une mise en œuvre assurée des matériels, ainsi qu'une coordination parfaite de la phase opérationnelle. Or, on sait aussi que cette efficacité dépend surtout de la qualité de l'organisation générale du dispositif tel que l'on définit les pouvoirs publics. Très tôt, le cadre départemental a servi de base à l'élaboration des dispositifs de secours, compte tenu du caractère trop restrictif de l'échelon communal et surtout de l'importance des investissements à réaliser. On l'a dit avant moi, Monsieur le ministre d'État, cette départementalisation, entre guillemets, n'a pas toujours été très bien comprise, ni même parfois bien acceptée, notamment lorsque les responsables des collectivités communales et intercommunales ont pris conscience des inconvénients d'une évolution non maîtrisée des dépenses qui sont affectées aux services d'incendie et de secours, d'où la perplexité présente de certains exécutifs communaux ou intercommunaux devant la proposition de la départementalisation complète des moyens. Par ailleurs, il faut bien avouer que la notion de départementalisation s'est accompagnée d'une interprétation quelque peu hâtive, et vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre d'État, du rôle que pouvaient jouer les conseils généraux dans sa mise en œuvre. Vous avez en effet signalé l'importance de l'article 89 de la loi du 6 février 92, et s'il est vrai que cet article a permis de transférer au service départemental d'incendie et de secours tous les moyens en personnel, en matériel et la gestion de ceux-ci, il n'avait expressément déterminé aucune incidence financière en direction de quelque collectivité que ce soit quant à son mode de financement. Aujourd'hui, grâce à votre texte, Monsieur le ministre d'État, l'organisation à l'échelle de l'aire géographique du département de l'ensemble des unités de sapeurs-pompiers au sein d'une seule configuration opérationnelle, technique et administrative, le corps départemental, clarifie les choses et devrait enfin permettre d'envisager l'engagement d'une réflexion globale, productive, à la fois pour réaliser les économies d'échelle qui seront autorisées par la gestion regroupée des moyens, et aussi pour mieux équilibrer les participations des collectivités locales en fonction de la couverture des risques auxquels elles sont exposées. C'est là une bonne chose, sous réserve que le cadre de l'équilibre soit bien assuré, j'y reviendrai. À ces dispositions de principe, ce texte ajoute d'autres points positifs. Par exemple,
Il précise de manière très opérationnelle les conditions sous lesquelles s'articulent les diverses structures d'intervention autour de l'établissement public local dénommé Service départemental d'incendie et de secours. Par exemple, il prévoit que les transferts de la gestion des personnes et des biens affectés au service d'incendie par les communes, les structures de coopération intercommunale et le département s'opèrent par voie conventionnelle. Par exemple, il accorde une large place à la prévention des risques. Ainsi, l'article 7 prévoit l'élaboration du schéma départemental d'analyse et de couverture de risques. Cet inventaire des risques réalisé sur le département permettra sans doute de mieux évaluer les secteurs présentant des dangers particuliers et favorisera leur anticipation préalablement à la mise en place de la couverture adaptée. S'il est bien évident que les accidents et les catastrophes ne peuvent être déterminés préalablement, il semble indéniable qu'une prévention améliorée et une évaluation préalable permettront non seulement une intervention plus rapide, donc plus efficace, mais également pourront, dans certains cas, prévenir les périls. Toutefois, Monsieur le ministre d'État, l'examen approfondi du projet de loi qui nous est soumis ne nous permet pas d'être d'emblée ni totalement rassurés, ni totalement satisfaits. Et conformément aux termes de mes observations introductives, j'aimerais brièvement vous faire part de quelques interrogations sur lesquelles, certes, vous vous êtes déjà exprimé, mais qui nécessitent, à mon sens, d'autres précisions, ou du moins des assurances concernant l'application du projet de loi. La première interrogation, d'autres l'ont soulevée avant moi, concerne l'avenir des centres de première intervention. Apparemment, aucun des articles du projet de loi ne stipule la nécessité de garantir le fonctionnement des centres de première intervention. Or, vous le savez, Monsieur le ministre, aucun maire ne veut voir disparaître son centre de secours et les citoyens sont particulièrement attachés à cette présence de proximité. Certes, il est précisé que les sapeurs-pompiers volontaires pourront conserver leurs attaches avec l'unité de secours auprès de laquelle ils sont engagés localement. Mais aucune disposition n'indique que la recentralisation des moyens permettra de préserver la rapidité des interventions au départ des petits centres de proximité. Je comprends donc parfaitement que mes collègues maires puissent craindre que la consolidation du service départemental d'incendie et de secours ne les dépossède de leur structure locale, même si, dans le même temps, ils se voient confirmer leur pouvoir de police en matière de sécurité civile. Votre intervention liminaire, Monsieur le ministre d'État, nous a apporté des assurances sur cette question. Il faudra maintenant en suivre précisément la concrétisation. Ma seconde interrogation est d'ordre budgétaire. Tout le monde souhaite une meilleure sûreté et une bonne couverture des risques. Mais un transfert de compétences fut-il réalisé pour améliorer et moderniser l'organisation territoriale des services d'incendie, optimiser les moyens et renforcer les solidarités locales face aux sinistres, ne peut évidemment occulter les implications financières qu'il commande. Ainsi, s'il est vrai, et vous l'avez dit, que la mutualisation des moyens peut bien évidemment conduire à une meilleure rationalisation des investissements, centraliser les moyens tout en laissant aux collectivités territoriales la seule prérogative opérationnelle de contribuer au financement peut apparaître, Monsieur le ministre d'État, comme une conception quelque peu restrictive des lois de décentralisation. J'ajoute que l'examen des situations dans les différents départements souligne des répartitions financières très variables, allant du financement intégral des services d'incendie et de secours par le seul Conseil général au cas inverse où les structures intercommunales supportent seules ces charges financières. Ces différences très fortes impliquent la recherche d'un équilibre des modalités de financement. Il importe que cet équilibre soit précisément recherché afin de ne léser aucun des partenaires concernés. Une autre remarque concerne d'ailleurs le mode de calcul de cette contribution qui n'est pas abordé dans le texte. L'effort financier demandé prendra inévitablement en considération la recherche d'une égalité plus grande face aux sinistres potentiels dans un même département. À moins qu'une dotation inattendue de l'État ne vienne abonder les budgets des SDIS,
Les collectivités territoriales, dont les capacités financières sont de plus en plus limitées, pourront difficilement faire face à des besoins en fonctionnement et en investissement accrus. Est-il possible, Monsieur le ministre d'État, d'imaginer des contributions qui soient plus justes que celles qui sont calculées sur le nombre d'habitants? Est-il juste, par exemple, que des départements traversés par les grandes infrastructures supportent seuls les charges financières liées à l'acquisition des moyens adaptés à ces infrastructures? Enfin, et c'est ma dernière remarque relative au projet de loi en lui-même, quel type de concertation va-t-on trouver au niveau départemental en matière de secours médicalisé aux personnes victimes d'accidents, dans la mesure où ni la complémentarité du SMUR ni celle du SAMU ne sont traitées dans ce projet? Pour conclure, Monsieur le ministre d'État, je voudrais aborder une question qui me tient, comme à d'autres, particulièrement à cœur, celle des personnels affectés aux services d'incendie et de secours. Permettez-moi, Monsieur le ministre d'État, d'associer dans ma réflexion sur ce dernier point mon collègue Jacques Lenay, député du Morbihan, malheureusement retenu aujourd'hui dans son département. Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires constituent la clé de voûte de notre édifice de sécurité civile. Le transfert des personnels professionnels au corps départemental devrait s'avérer satisfaisant dans la plupart des cas. À cet égard, il faut noter avec satisfaction que le projet de loi réaffirme l'appartenance des sapeurs-pompiers professionnels à la fonction publique territoriale. Ce principe répond à une attente très forte de la part des personnels concernés. Par contre, les conditions d'engagement des volontaires au service de la collectivité nécessitent, quant à eux, quelques dispositions complémentaires. Le titre 3 du projet de loi instaure le principe d'une formation à l'adresse des pompiers volontaires et prévoit son financement. Il est, à mon sens, très heureux que le projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours intègre un tel droit en faveur des pompiers volontaires. Les pompiers volontaires qui donnent corps à la notion même de sécurité civile. Rappelons en effet que le volontariat est la base de notre système de secours. Des milliers de bénévoles dans les villes et plus encore en milieu rural se dévouent sans compter au service des autres. Nous avons donc le devoir d'apporter notre soutien à ces milliers de volontaires et de les encourager en mettant à leur disposition les moyens de leur mission. Actuellement, le recrutement est de plus en plus difficile. Il nous faut donc, plus que jamais, œuvrer afin de susciter des vocations dans ce domaine. Il convient donc de donner aux pompiers volontaires les moyens de résoudre les problèmes que pose leur manque de disponibilité et de leur assurer une formation continue avec un entraînement hebdomadaire afin de garantir la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement. Des propositions, Monsieur le ministre d'État, existent. Permettez-moi à ce sujet de rappeler brièvement l'expérimentation qui m'a été présentée par mon collègue Monsieur Lenay au centre de secours de Grandchamp dans le Morbihan. Ce projet expérimental a pour objectif de mettre en place une équipe de garde au centre de secours. Chaque sapeur-pompier effectue sur son temps de travail une journée par semaine à la caserne. Cette disponibilité programmée du sapeur-pompier vise entre autres à rationaliser les moyens en personnel et en matériel, à mieux former et à mieux entraîner les sapeurs-pompiers volontaires. En effet, la formation des volontaires est primordiale. À ce titre, ce projet de loi a le mérite de reconnaître dans le titre 3 le droit à la formation initiale et à une formation continue aux sapeurs-pompiers volontaires. Monsieur le ministre d'État, vous avez indiqué dans votre propos qu'un second texte sera prochainement consacré au statut de volontariat afin que les collectivités locales puissent améliorer les conditions d'engagement des femmes et des hommes qui font montre, tout comme les pompiers professionnels, d'un dévouement total. Je forme le vœu, Monsieur le ministre, et ce sera ma conclusion, que le projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours et surtout les textes qui auront pour objet la situation des sapeurs-pompiers volontaires puissent préserver la relation intrinsèque qui lie les communes à leurs centres de secours et la population à leurs pompiers volontaires et professionnels.